L'acquisition d'avions commerciaux est l'une des activités les plus importantes, les plus complexes et les moins visibles de l'économie mondiale. Une compagnie aérienne ne se contente pas d'entrer dans un magasin, de choisir un modèle et de signer un chèque. La décision prend en compte les prévisions de trafic passager, le prix du carburant, les futures liaisons, les coûts de maintenance, la disponibilité des pilotes, l'accès au crédit, la réglementation environnementale, la réputation du constructeur et même le contexte géopolitique. Le processus débute généralement dans un bureau de planification de la flotte, où une question en apparence simple est posée: de quels avions la compagnie aura-t-elle besoin dans 5, 10 ou 15 ans? La réponse dépend de variables en constante évolution. Si une région se développe, il faut davantage de sièges. Si le prix du carburant augmente, les avions plus anciens deviennent onéreux. Si de nouvelles liaisons long courrier apparaissent, des avions à plus grande autonomie sont nécessaires. Si les aéroports sont saturés, l'exploitation d'avions plus gros devient avantageuse. Si la demande faiblit, une flotte trop ambitieuse peut se révéler un piège. La première analyse est opérationnelle. La compagnie aérienne compare son réseau actuel à celui qu'elle souhaite construire. Un avion monocouloir, comme ceux de la famille Airbus A320 ou Boeing 737, convient aux liaisons court et moyen courrier, avec une fréquence élevée et des coûts relativement maîtrisés. Un avion gros porteur, tel qu'un Airbus A350, un Boeing 787 ou un Boeing 777X, se justifie lorsque la compagnie doit traverser les océans, transporter davantage de fret ou desservir les principaux aéroports internationaux. La décision ne dépend pas uniquement de la distance. La densité de passagers, le prix moyen d'un billet, la capacité de fret, les conditions météorologiques aéroportuaires, l'altitude des pistes et les restrictions de bruit sont également des facteurs importants. La seconde analyse est économique. Un avion moderne promet une consommation de carburant réduite, une maintenance simplifiée et une fiabilité accrue. Mais il exige aussi un investissement considérable. La compagnie aérienne calcule le coût par siège, le coût par heure de vol et le coût total de possession. Sur une liaison courte, un avion surdimensionné peut voler avec des sièges vides et nuire à la rentabilité. Sur une liaison long courrier, un avion sous-dimensionné peut passer à côté d'une demande potentielle et entraîner une perte de revenus au profit de concurrents mieux équipés. Le troisième niveau est technique. Chaque nouveau modèle introduit de la complexité. Les pilotes doivent être formés, les mécaniciens certifiés, les pièces de rechange stockées, et les simulateurs loués ou achetés. Les équipages doivent s'adapter aux nouveaux cockpits, aux nouvelles procédures et aux nouveaux systèmes. C'est pourquoi de nombreuses compagnies aériennes privilégient les familles d'avions communes. Le maintien d'une flotte homogène facilite la rotation des pilotes, simplifie la maintenance et propose de meilleurs contrats d'assistance. Un avion n'est plus évalué comme une machine isolée, mais comme un élément d'un écosystème. Le quatrième niveau est stratégique. Acheter des avions signifie réserver des créneaux sur les chaînes de production d'Airbus, Boeing, Embraer ou ATR. En période de forte demande, obtenir des livraisons rapides peut être aussi important qu'un bon prix. Une compagnie aérienne qui tarde trop risque de découvrir que les prochains créneaux disponibles ne seront disponibles que dans 7 ou 8 ans. Ce délai bouleverse toute la stratégie. Une liaison qui semblait rentable en 2028 pourrait déjà être occupée par un concurrent en 2031. Le mystère de ce secteur réside dans le décalage entre l'annonce publique et la décision effective. Lorsqu'une compagnie aérienne annonce l'achat de 50 avions, le marché interprète généralement cette commande comme un signe d'expansion. Mais en interne, cela peut signifier bien des choses. Il peut s'agir du remplacement d'avions plus anciens, d'une mesure défensive pour sécuriser des créneaux de production, d'un moyen de faire pression sur un autre constructeur, d'une opération financière visant à améliorer les conditions de location, ou même d'une commande avec des options qui ne seront jamais exercées. Le marché des gros porteurs est dominé par deux noms, Airbus et Boeing. Cette concentration transforme chaque commande importante en une véritable guerre industrielle. Pour une compagnie aérienne, choisir entre les deux ne se résume pas à comparer des appareils. Il s'agit de choisir une relation de plusieurs décennies avec un constructeur, ses moteurs, son assistance technique, ses mises à niveau, ses retards et ses risques. Airbus et Boeing se font concurrence avec des gammes de produits qui se chevauchent. L'Airbus A320 Neo est en concurrence avec le Boeing 737 MAX. L'Airbus A321 Neo, notamment dans ses versions long courrier, occupe un créneau porteur parmi les avions monocouloirs capables d'effectuer des vols long courrier à moindre coût. Le Boeing 787 est en concurrence avec l'Airbus A350 sur les liaisons internationales long courrier, bien que chaque modèle propose des variantes aux capacités différentes. Le Boeing 777X vise le segment long courrier à forte capacité, tandis qu'Airbus mise sur l'efficacité et la flexibilité avec l'ANSA 350. La concurrence ne se limite pas aux performances annoncées.
Les constructeurs vendent des promesses en matière de consommation, de carburant, de fiabilité, de disponibilité et de valeur résiduelle. Un avion consommant moins de carburant permet d'économiser des millions sur sa durée de vie. Un avion avec moins d'immobilisation génère plus d'heures de vol et donc plus de revenus. Un avion à forte valeur de revente réduit le risque financier. Sur le papier, de faibles différences en pourcentage deviennent des sommes considérables lorsqu'elles sont multipliées par des centaines de vols, des milliers d'heures et 20 ans d'exploitation. Les constructeurs ne négocient pas seuls. Autour de chaque avion gravitent les motoristes, les fournisseurs d'avionique, les entreprises qui produisent les aménagements intérieurs, les systèmes de divertissement, les sièges, les offices, les toilettes, le train d'atterrissage et les composants structurels. Pour certains modèles, la compagnie aérienne peut choisir entre des moteurs de différents constructeurs. Ce choix ouvre la voie à une autre négociation parallèle. Un moteur peut être plus efficient, un autre avoir un meilleur historique de maintenance, un autre encore offrir de meilleures garanties ou une meilleure disponibilité des pièces détachées. Dans l'aviation, l'avion est la plateforme. Le moteur représente une part essentielle du coût réel. Les grandes compagnies aériennes tirent profit de cette concurrence. Une compagnie exploitant des Airbus peut négocier avec Boeing pour obtenir un avantage concurrentiel. Une compagnie historiquement liée à Boeing peut envisager de travailler avec Airbus afin d'améliorer ses remises. Parfois, l'objectif n'est pas de changer de fournisseur, mais d'améliorer l'offre du fournisseur actuel. Dans d'autres cas, le changement a bien lieu et reconfigure l'ensemble du parc pour des décennies. Les constructeurs tiennent également compte de la valeur symbolique de certains clients. Une compagnie aérienne prestigieuse, une entreprise en forte croissance ou une compagnie aérienne implantée dans une région stratégique peut bénéficier de conditions avantageuses, sa commande servant de vitrine. Si une entreprise influente adopte un nouveau modèle, les autres peuvent y voir un signe de confiance. Lors du lancement d'un avion, les premiers clients ont un poids considérable. Leur commande contribue à valider le programme, à attirer des financements et à convaincre le marché. La géopolitique ajoute une autre dimension. Airbus représente une vaste architecture industrielle européenne, avec des usines, des fournisseurs et des emplois répartis dans plusieurs pays. Boeing représente un pilier du complexe industriel américain. Lorsqu'une compagnie aérienne nationale négocie une flotte, le contrat peut être lié à des accords diplomatiques, des relations commerciales et des financements publics. Dans certains pays, l'achat d'avions n'est pas seulement une décision commerciale, il peut aussi constituer un signal politique. Cependant, la domination d'Airbus et de Boeing n'exclut pas les autres acteurs. Embraer joue un rôle important sur le marché des avions régionaux et de petite capacité, notamment pour les liaisons où un gros porteur serait inefficace. ATR domine le marché des turbopropulseurs régionaux, adaptés aux liaisons courtes et aux aéroports secondaires. La Chine développe sa propre industrie avec le Comac C919, un avion stratégique destiné à réduire sa dépendance étrangère. La Russie s'efforce également de maintenir ses propres programmes, bien que les sanctions et les difficultés d'obtention de certifications internationales limitent sa portée mondiale. La bataille entre constructeurs est lente, coûteuse et impitoyable. Concevoir un nouvel avion peut coûter des dizaines de milliards de dollars. Un programme raté peut s'éterniser. Un retard de certification peut bloquer les livraisons. Un problème de sécurité peut détruire la confiance. C'est pourquoi les constructeurs préfèrent faire évoluer les plateformes existantes plutôt que de créer des avions entièrement nouveaux. L'aviation commerciale moderne progresse grâce à des innovations cumulatives. Nouveaux moteurs, ailes améliorées, matériaux composites, logiciels plus performants, cabines optimisées et systèmes de maintenance prédictive. Pour les compagnies aériennes, cette bataille offre à la fois des opportunités et des dangers. Un nouveau modèle peut procurer un avantage concurrentiel, mais aussi un risque technique. Un modèle éprouvé peut être plus fiable, mais moins efficient. Acheter tôt permet de s'assurer de bons prix. Acheter tard permet de tirer des leçons des erreurs des autres. La décision ressemble moins à un achat classique qu'à un pari calculé dans une guerre industrielle de très longue haleine. Mais en même temps, les prix catalogues des avions commerciaux ont toujours eu un côté théâtral. Pendant des années, les constructeurs ont publié des valeurs indicatives qui permettaient d'estimer l'ampleur apparente d'un contrat. Une commande de 100 avions pouvait être présentée comme une affaire de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais en pratique, presque aucune compagnie aérienne ne payait le prix fort. Les remises pouvaient être considérables, notamment pour les commandes importantes, les lancements de modèles, les campagnes stratégiques ou les négociations où le constructeur devait gagner des parts de marché. Le véritable prix d'un avion est l'un des secrets les mieux gardés du secteur. Deux compagnies aériennes peuvent acquérir le même modèle et payer des sommes très différentes. Cet écart s'explique par la taille de la commande, le calendrier de livraison,
Les relations antérieures avec le constructeur, les appels d'offres, la configuration intérieure, les moteurs choisis, les services inclus, les garanties, les pièces détachées, la formation et les pénalités de retard. L'avion de base n'est que le point de départ. Un avion commercial est configuré presque comme un appareil sur mesure. La compagnie aérienne décide du nombre de sièges, de l'espacement entre les rangées, de la configuration de la classe affaires, des offices, du nombre de toilettes, du système de divertissement, de la connectivité et de l'éclairage. Chaque choix influe sur le poids, la maintenance, le confort des passagers et le coût final. Un même modèle peut être transformé en un avion à haute densité pour les vols low cost ou en un avion à cabine premium pour les liaisons internationales. Le contrat peut inclure des forfaits de maintenance, les premières pièces détachées, la formation des pilotes, les simulateurs, l'assistance technique, les logiciels, les outils spécifiques et l'assistance à l'embarquement. Il peut également comporter des garanties de performance. Si l'avion consomme plus de carburant que prévu ou rencontre des problèmes de disponibilité, la compagnie aérienne peut prétendre à une indemnisation. Ces clauses sont particulièrement importantes dans les nouveaux programmes, car le risque d'échec précoce est plus élevé. Le processus de négociation se divise généralement en plusieurs phases. Tout d'abord, une demande d'information RFI est émise, dans laquelle la compagnie aérienne communique ses besoins généraux. Cette phase est suivie d'un appel d'offres RFP plus formel. Les fabricants répondent par des offres techniques et commerciales. Vient ensuite une étape d'analyse interne, de comparaison financière et de négociations successives. Les services juridiques examinent les clauses. Les banques évaluent les options de financement. Les fabricants ajustent les prix, les délais de livraison et les conditions générales. Enfin, si l'accord est conclu, un contrat ou un accord préliminaire est signé et peut être rendu public. L'opacité des prix permet à toutes les parties de protéger leurs intérêts. Le fabricant évite de révéler l'ampleur de toute remise. La compagnie aérienne évite de dévoiler à ses concurrents sa véritable structure de coûts. Les banques et les sociétés de leasing protègent leur modèle d'évaluation. Le marché, quant à lui, n'a accès qu'à des chiffres approximatifs. Lorsqu'un communiqué de presse mentionne un prix catalogue, ce chiffre est généralement plus symbolique que le montant réel d'une facture. Les remises ne signifient pas nécessairement que le fabricant perd de l'argent. Une commande importante peut permettre de réaliser des économies d'échelle, de remplir les chaînes de production et de garantir des revenus futurs liés au support, aux pièces détachées et aux services. De plus, vendre un avion avec une marge réduite peut ouvrir la voie à de futurs achats. Dans l'aviation, la valeur d'un client se mesure sur plusieurs décennies. Une compagnie aérienne qui achète 20 avions aujourd'hui pourrait en acquérir 80 autres plus tard, ou recommander la plateforme à une filiale, une alliance ou une entreprise partenaire. Il existe également des compromis cachés. Le constructeur peut proposer des conditions de livraison plus avantageuses, le rachat des appareils d'occasion, un soutien financier, des crédits de formation ou des remises sur les commandes futures. Parfois, la négociation permet de réduire non seulement le prix de l'appareil, mais aussi le coût total de sa mise en service. Pour une compagnie aérienne, bénéficier d'un soutien technique intensif pendant les premiers mois peut représenter des économies de plusieurs millions de dollars. L'achat ne s'arrête pas à la signature du contrat. Ce dernier prévoit des paiements échelonnés, généralement des acomptes initiaux et des paiements avant livraison. Au fur et à mesure de la production de l'appareil, la compagnie aérienne ou l'organisme financier effectue des décaissements. Le paiement final est dû peu avant la livraison. Cette structure réduit le risque pour le constructeur et oblige la compagnie aérienne à immobiliser des capitaux avant même la mise en service de l'appareil. Le prix final dépend également du temps. Un appareil commandé aujourd'hui peut ne pas être livré avant plusieurs années. Pendant ce temps, l'inflation, les taux d'intérêt, les taux de change et le coût des matériaux évoluent. Les contrats incluent des formules d'indexation qui ajustent le prix en fonction d'indices convenus. Par conséquent, le prix annoncé initialement peut ne pas correspondre au coût final exact. De nombreuses compagnies aériennes ne possèdent pas l'intégralité des appareils qu'elles exploitent. Une part importante de la flotte mondiale appartient à des sociétés de leasing, des entreprises financières spécialisées qui achètent des avions et les louent à des opérateurs. Ce modèle a transformé l'aviation moderne, car il a permis la croissance sans immobiliser une part aussi importante de leurs capitaux propres. Le leasing fonctionne de manière apparemment simple. Un loueur achète l'avion et le met à disposition d'une compagnie aérienne pour une période convenue, qui peut s'étendre sur plusieurs années. La compagnie aérienne paye un loyer mensuel et exploite l'appareil au sein de sa flotte. À la fin du contrat, elle restitue l'avion, renouvelle le contrat ou négocie une autre solution. Mais derrière cette structure se cache un système financier complexe, faisant intervenir des évaluations, des garanties, des provisions pour maintenance et des conditions de restitution. Pour une compagnie aérienne, le leasing peut s'avérer plus flexible que l'achat.
En cas de baisse de la demande, il est moins contraignant de restituer les avions à la fin du contrat que de vendre ses propres actifs sur un marché en berne. Si l'entreprise connaît une croissance rapide, le leasing lui permet d'augmenter sa capacité sans attendre de commande directe du constructeur. S'il est nécessaire de tester un itinéraire, un engagement à moins long terme est possible. Si votre situation financière est fragile, la location d'un avion peut s'avérer plus réaliste que le financement d'un achat complet. Pour les sociétés de leasing, l'activité consiste à gérer les risques et la valeur résiduelle. Elles achètent des avions populaires à forte demande mondiale, car elles peuvent facilement les relouer si une compagnie aérienne fait faillite ou résilie le contrat. Un Airbus A320, Neo ou un Boeing 737 MAX trouvent preneur dans de nombreux pays. Un modèle rare, exploité par peu d'opérateurs, peut être plus difficile à louer. C'est pourquoi les sociétés de leasing influencent le succès des programmes de développement d'avions. Si elles ont confiance en un modèle, elles en achètent en grande quantité et contribuent à étendre sa diffusion. Si elles hésitent, le constructeur perd une source de demande essentielle. Il y a aussi le sale and leaseback, une opération courante dans le secteur. La compagnie aérienne commande ou prend livraison d'un avion, le vend immédiatement à une société de leasing, puis le reprend en leasing. Cela lui apporte des liquidités, améliore son bilan et lui permet de conserver l'avion. En pratique, cela transforme un actif coûteux en une obligation de paiement étalée dans le temps. En période de crise, ce mécanisme peut être vital pour dégager des liquidités. Mais le leasing n'est ni gratuit ni simple. Les contrats imposent le maintien de l'avion dans des conditions spécifiques. Lors de la restitution de l'appareil, la compagnie aérienne doit respecter des normes techniques strictes. Si les moteurs, le train d'atterrissage ou des composants majeurs nécessitent une révision complète, des indemnités peuvent être dues. Les loueurs protègent la valeur de l'actif grâce à des provisions pour maintenance, des inspections régulières et des clauses détaillées. Un avion restitué en mauvais état peut engendrer des litiges se chiffrant en millions. Le leasing peut également devenir plus onéreux en période de pénurie d'avions. Si Airbus et Boeing retardent leur livraison, les compagnies aériennes doivent maintenir leur capacité et se disputer les appareils disponibles. Cette pression fait grimper les leasings et les prix du marché. Dans ces moments-là, un avion d'occasion peut prendre plus de valeur que prévu. La pénurie confère aux leasings un pouvoir considérable, car ils contrôlent des actifs dont de nombreuses compagnies aériennes ont un besoin immédiat. Le choix entre achat et leasing dépend du profil de chaque compagnie. Une grande compagnie aérienne rentable et stable peut préférer acheter une partie de sa flotte pour en tirer profit à long terme. Une jeune compagnie ou une compagnie en expansion peut privilégier le leasing pour préserver sa flexibilité. Nombreuses sont celles qui combinent les deux modèles. Elles possèdent certains avions, en louent d'autres et utilisent le cession-bail pour ajuster leur trésorerie. Ce modèle économique devient encore plus intéressant, car les constructeurs considèrent également les leasings comme des clients stratégiques. Une commande d'un grand leasing peut alors être répartie entre de nombreuses compagnies aériennes. Cela réduit le risque commercial du constructeur et renforce la présence mondiale du modèle. Parfois, une compagnie aérienne ne négocie pas directement avec Airbus ou Boeing pour obtenir un nouvel avion. Elle passe par un leasing qui a déjà réservé des places sur la chaîne de production. Une fois la commande signée, une course contre la montre s'engage. La fabrication d'un avion commercial moderne exige la coordination de milliers de pièces, de fournisseurs et de processus. Les ailes peuvent provenir d'une usine, le fuselage d'une autre, les moteurs d'une troisième, les aménagements intérieurs de fournisseurs spécialisés et les systèmes électroniques d'un réseau international. L'avion final est le fruit d'une chaîne mondiale d'une extrême précision. Les constructeurs ne vendent pas seulement des avions, ils vendent des créneaux de livraison. Dans un secteur où la demande dépasse largement les capacités de production immédiates, disposer d'une place réservée sur la chaîne de production peut valoir des millions. Une compagnie aérienne qui a besoin d'avions en 2029 ne peut pas attendre cette date pour les commander. Elle doit s'inscrire des années à l'avance. C'est pourquoi les carnets de commandes sont si importants. Ils représentent des revenus futurs, mais aussi un engagement industriel difficile à tenir. La chaîne d'assemblage finale n'est que la dernière étape. Avant d'y arriver, chaque section passe par des processus de fabrication, d'inspection et de transport. Chez Airbus, les composants de grande taille traversent l'Europe avant l'assemblage. Chez Boeing, le système industriel relie des fournisseurs de différentes régions et pays. Le moindre retard concernant une pièce peut affecter l'avion entier. Un problème de moteur peut immobiliser des fuselages finis. Une pénurie de sièges certifiés peut retarder les livraisons. Un goulot d'étranglement chez les petits fournisseurs peut avoir des conséquences désastreuses. La pandémie, les tensions sur la chaîne d'approvisionnement et les problèmes de qualité ont démontré la fragilité de cette dernière. Bien qu'Airbus et Boeing soient des géants, de nombreux composants critiques dépendent d'entreprises spécialisées aux capacités limitées.
Si l'une d'entre elles ne produit pas au rythme nécessaire, c'est toute l'industrie qui en subit les conséquences. Les compagnies aériennes, quant à elles, planifient leurs itinéraires, leurs ventes et la mise hors service de leurs appareils les plus anciens en fonction de dates de livraison susceptibles d'évoluer. Les retards constituent l'un des aspects les plus sensibles du contrat. Si le constructeur livre en retard, la compagnie aérienne risque de subir des pertes de revenus, de devoir maintenir en service des appareils plus anciens, de louer des capacités temporaires ou d'annuler des liaisons prévues. C'est pourquoi les contrats prévoient des compensations. Celles-ci peuvent prendre la forme de paiements, de remises futures, de services supplémentaires ou d'ajustement des conditions commerciales. Cependant, les compensations couvrent rarement l'intégralité des conséquences opérationnelles. Un avion qui n'arrive pas à temps peut perturber tout un réseau. La certification ajoute une source d'incertitude supplémentaire. Avant sa mise en service commercial, un nouveau modèle ou une variante majeure doit être approuvé par les autorités aéronautiques. Ce processus évalue la sécurité, les systèmes, les performances, les procédures et la documentation. En cas de problème, la mise en service est retardée. Pour le constructeur, cela engendre des coûts supplémentaires. Pour les compagnies aériennes, cela signifie attendre des capacités déjà intégrées à leur plan. L'appareil doit également subir des tests avant sa livraison. Les systèmes hydrauliques, électriques, de pressurisation, de commande de vol, de moteur, d'avionique et d'aménagement intérieur sont tous vérifiés. Des vols d'essai sont ensuite effectués. La compagnie aérienne inspecte l'appareil, examine la documentation et accepte formellement la livraison si tout est conforme aux spécifications convenues. À ce moment-là, l'avion cesse d'être une promesse industrielle et devient un actif opérationnel. Mais même après la livraison, la mise en service d'un appareil nécessite une préparation. Les pilotes doivent être qualifiés. Les manuels doivent être intégrés. Les systèmes de maintenance doivent reconnaître l'avion. Les pièces de rechange doivent être disponibles. Les équipages de cabine doivent être familiarisés avec la configuration. Les aéroports doivent disposer d'équipements compatibles. Une compagnie aérienne peut recevoir un appareil et ne pas le mettre en service immédiatement si son organisation n'est pas prête. Avec un nouvel appareil, les premiers mois sont étroitement surveillés. Des dysfonctionnements mineurs, des ajustements logiciels, des changements de procédure et des bulletins techniques sont publiés. Le secteur appelle ce modèle la maturation. Cela ne signifie pas nécessairement une insécurité, mais plutôt un apprentissage opérationnel. Cependant, si les problèmes sont fréquents, les coûts augmentent. Un avion immobilisé ne génère pas de revenus. Un avion nécessitant des inspections répétées perturbe les horaires, irrite les passagers et réduit les marges bénéficiaires. Les moteurs constituent l'un des piliers économiques de l'activité. Dans certains cas, le motoriste propose des contrats horaires. La compagnie aérienne paye en fonction de l'utilisation et le fournisseur s'engage à entretenir, réparer ou remplacer les composants sous certaines conditions. Ce modèle transforme un coût incertain en une dépense plus prévisible. Pour le motoriste, cela signifie des revenus réguliers pendant des années. Pour la compagnie aérienne, cela signifie une protection contre les réparations imprévues. Un moteur moderne est une prouesse d'ingénierie. Il fonctionne à des températures extrêmement élevées, avec des tolérances minimales et à des vitesses colossales. Son rendement peut déterminer la rentabilité d'une ligne. Mais il exige aussi une maintenance coûteuse. Les révisions majeures peuvent coûter des millions. Les pièces ont une durée de vie limitée. Certaines doivent être remplacées après des cycles précis. Sur un avion court courrier, un cycle correspond à un décollage et un atterrissage. C'est pourquoi les vols courts usent certains composants plus rapidement que les vols long courriers. La maintenance se divise en tâches quotidiennes, contrôles mineurs et inspections majeures programmées. Certaines sont effectuées de nuit. D'autres nécessitent l'immobilisation de l'avion pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les plus importantes peuvent impliquer le démontage des intérieurs, l'inspection des structures, la vérification du câblage et le remplacement de composants majeurs. La compagnie aérienne doit planifier ses travaux sans perturber son programme de vol. Un avion génère des revenus en volant, mais il ne peut voler que s'il remplit toutes les conditions techniques requises. Les constructeurs proposent des packs d'assistance pour assurer la continuité de ces opérations. Ils offrent un accès à la documentation, aux plateformes numériques, à l'analyse des données, aux pièces détachées prioritaires et à l'assistance technique. L'aviation moderne s'appuie de plus en plus sur la maintenance prédictive. Les capteurs et systèmes embarqués génèrent des données permettant d'anticiper les pannes avant qu'elles n'entraînent des annulations. L'avion devient une source d'informations constante. Ce flux de données a également une valeur commerciale. Le constructeur peut identifier des tendances globales, améliorer les composants et proposer des services avancés. La compagnie aérienne peut ainsi réduire les temps d'immobilisation. Cependant, la dépendance technologique s'accroît.
L'exploitation d'un avion moderne requiert non seulement des mécaniciens et des hangars, mais aussi des logiciels, une connectivité, des outils d'analyse et des contrats d'assistance. L'aménagement intérieur ouvre un nouveau marché. Les compagnies aériennes modifient les cabines pour moderniser leur image, augmenter la densité, introduire une classe économique premium ou améliorer les divertissements. Chaque modification nécessite une certification, une conception, l'achat de sièges, une installation et des temps d'immobilisation. Une cabine peut transformer la rentabilité d'un avion. Ajouter des sièges réduit le coût par passager, mais peut affecter le confort et l'image de marque. Installer des suites premium augmente le revenu par siège, mais réduit la capacité globale et augmente le poids. Les pièces détachées constituent un autre élément essentiel. Une compagnie aérienne ne peut pas se permettre d'attendre des semaines pour obtenir une pièce indispensable. L'entreprise doit gérer ses propres stocks ou avoir accès à des réseaux d'approvisionnement. Les fabricants et les fournisseurs exploitent des centres logistiques mondiaux pour assurer une livraison rapide des pièces. Lorsqu'un modèle est nouveau et que le parc automobile mondial est encore restreint, les pièces détachées peuvent être plus rares. À mesure qu'un modèle se généralise, leur disponibilité s'améliore et les prix tendent à devenir plus compétitifs. La valeur résiduelle dépend également de la maintenance. Un avion bien entretenu se revend ou se loue plus cher. Les dossiers techniques sont aussi importants que l'avion lui-même. Chaque réparation, inspection, remplacement de pièces et mise à niveau est documentée. Sans traçabilité, la valeur chute. Dans l'aviation, l'historique d'un avion fait partie intégrante de son patrimoine. Après 20 ou 30 ans, de nombreux avions sont retirés du service passager. Certains sont transférés à des compagnies aériennes plus petites. D'autres sont convertis en avions cargo. Certains sont démantelés pour récupérer des pièces détachées. Les moteurs, les trains d'atterrissage, l'avionique et les composants réutilisables peuvent avoir une valeur considérable. La vie économique d'un avion ne s'arrête pas nécessairement lorsqu'il cesse de transporter des passagers. Il peut continuer à être utilisé pour le fret, les pièces détachées ou être recyclé. Cependant, l'aviation commerciale est jalonnée de projets qui semblaient solides, mais qui ont finalement été bouleversés par des crises inattendues. Une compagnie aérienne peut signer d'importantes commandes pendant une période de croissance, puis, des années plus tard, se retrouver confrontée à une récession, une pandémie, une guerre, une dévaluation monétaire ou une variation radicale des prix du carburant. Dans ce cas, les avions commandés peuvent devenir problématiques. Annuler une commande n'est pas toujours chose aisée. Les contrats prévoient des acomptes, des pénalités et des conditions de résiliation. Si la compagnie aérienne a déjà versé des avances, elle risque de subir des pertes. En cas d'annulation tardive, le constructeur peut réclamer des indemnités. C'est pourquoi de nombreuses entreprises préfèrent reporter les livraisons plutôt que de les annuler. Le report des livraisons à des années ultérieures leur permet de gagner du temps, d'ajuster leurs capacités et d'éviter un litige ouvert avec le constructeur. Les constructeurs cherchent également à éviter les annulations, car elles nuisent au carnet de commandes et à l'image de marque. Un avion annulé peut être réaffecté à une autre compagnie aérienne si le modèle est très demandé. Mais si le marché est atone ou si le modèle a perdu de son attrait, le constructeur se retrouve en difficulté. C'est pourquoi le carnet de commandes est analysé avec soin. Toutes les commandes ne sont pas d'égale solidité. Certaines proviennent de compagnies aériennes financièrement robustes, d'autres d'entreprises à l'avenir incertain. Les compagnies aériennes à forte croissance sont particulièrement intéressantes. Elles peuvent commander des centaines d'avions pour soutenir leur expansion. Si leur stratégie fonctionne, elles deviennent des géants. En cas d'échec, elles laissent derrière elles des commandes problématiques, des avions non livrés ou des flottes difficiles à financer. Sur les marchés émergents, une projection optimiste peut se heurter à la faiblesse des devises, aux infrastructures limitées ou aux changements réglementaires. Il existe également des risques technologiques. Un nouveau modèle peut subir des retards de certification, des pannes de moteur, des problèmes logiciels ou des restrictions opérationnelles. Lorsqu'un avion est immobilisé pour des raisons techniques ou réglementaires, l'impact se répercute sur l'ensemble du secteur. Les compagnies aériennes perdent de la capacité, les constructeurs font face à des demandes d'indemnisation, les loueurs réévaluent leurs actifs et les passagers subissent des annulations. Dans les cas graves, la confiance du public est mise à mal. Les moteurs ont récemment été une source de tension dans plusieurs programmes. Une nouvelle génération promet l'efficacité, mais une ingénierie poussée à ses limites peut engendrer des problèmes de durabilité. Lorsqu'un moteur nécessite des inspections précoces ou des révisions plus fréquentes, les avions passent plus de temps au sol. Pour une compagnie aérienne, l'écart entre les économies promises et les coûts réels de maintenance peut bouleverser toute l'équation économique. Le carburant représente un autre risque majeur. Un avion performant vaut plus cher lorsque le carburant est onéreux. Un avion plus ancien peut encore être rentable lorsque le carburant est bon marché, mais il peut devenir non rentable en cas de hausse des prix.
Les compagnies aériennes achètent des avions en essayant d'anticiper un marché de l'énergie que personne ne maîtrise totalement. La pression environnementale ajoute une autre dimension. Les normes d'émission, les taxes carbone, les carburants durables et les restrictions sonores peuvent favoriser les flottes neuves et pénaliser les avions plus anciens. Les taux d'intérêt ont également leur importance. Un avion financé par emprunt devient plus cher lorsque le coût de l'argent augmente. Les coûts de location augmentent lorsque les bailleurs paient plus cher pour financer leurs acquisitions. Une compagnie aérienne peut constater que l'avion est toujours performant, mais que son financement n'est plus aussi avantageux. Dans un secteur aux marges serrées, le coût du capital peut être aussi déterminant que la consommation de carburant. La demande des passagers est peut-être le plus grand mystère. Les compagnies aériennes élaborent des modèles sophistiqués, mais le comportement du marché peut déjouer les prévisions. Une ville qui semblait promise à la croissance peut stagner. Une liaison internationale peut être affectée par les visas, les conflits ou la concurrence. Une compagnie aérienne concurrente peut saturer le marché. Un train à grande vitesse peut réduire la demande sur les vols moyens courriers. Chaque avion acheté repose sur une prédiction quant à la façon dont des millions de personnes voyageront à l'avenir. C'est pourquoi les contrats flexibles sont si précieux. Les options d'achat, les droits de conversion entre modèles, les livraisons échelonnées et la possibilité de reporter les commandes contribuent à gérer l'incertitude. Une compagnie aérienne peut échanger une partie d'une commande de gros porteurs contre des versions plus petites ou transformer des options en commandes fermes si la demande augmente. La flexibilité a un coût, mais elle peut préserver les bilans. Le secteur de la vente d'avions semble dominé par des chiffres impressionnants et une technologie de pointe. Pourtant, il est aussi empreint d'incertitude. Chaque commande est une hypothèse sur l'avenir. Une hypothèse inscrite dans des contrats, financés par l'emprunt, fabriqués avec du titane, de l'aluminium et des matériaux composites, et lancée à 900 km/h.